passe dans des fleuves et tout. Qu'est-ce que c'est ce truc? De ne pas avoir vu la naissance de mon fils et d'avoir vu sur mon petit écran d'ordinateur, là, ça pique les yeux. Ouais. Ça veut dire quoi, ferrum, ferro, ferro, ferra? Je porte le fer me porte. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur Légende. Aujourd'hui, documentaire exceptionnel au 1er régiment de chasseurs. C'est la cavalerie lourde, c'est-à-dire les chars d'assaut Leclerc. Vous allez assister à des tirs, on va assister à un entraînement et à une mission. On va les suivre, c'est parti. On est de retour en studio pour vous expliquer exactement ce que vous allez voir. On est allé au 1er régiment de chasseurs de Thierville-sur-Meuse. C'est à côté de Verdun. On a été invité par une fille qui s'appelle Morgane, qui travaille à la com de l'armée. On les en remercie encore. Pour vivre une expérience assez fou, on est parti tourner 2 jours de tournage pour essayer un char Leclerc, rentrer dedans, avoir le droit même de le piloter, de bouger la tourelle, de tirer avec des obus. Vous allez voir des obus réels. Alors, avant de commencer, Seb, tu as des infos. Qu'est-ce que c'est que le 1er régiment de chasseurs, pour comprendre, qui fait partie de la cavalerie? La cavalerie, en gros, c'est les chars. C'est un des plus vieux régiments de France encore en activité. C'était lancé sous Louis XIV et à l'époque, les mecs étaient à cheval et pas en blindé. Tu vois, c'est un peu le blindé remplace le cheval de l'époque. C'est la monture. Exactement, mais ils ont rendu ce nom de Conti Cavalerie, qui était un vieux nom, pour en faire un peu d'hommage en fait finalement à ce régiment-là qui date où des soldats étaient encore habillés en tenue ancienne comme on pouvait voir à l'époque de Louis XIV. Et plus tard avec Napoléon, tu vois, à Waterloo, à Austerlitz, les mecs habillés en tenue, on en a vu dans les vitrines, je pense que tu te rappelles aussi. Bah c'est ça. C'est la cavalerie. Et avant de commencer, je voulais remercier notre sponsor qui est World of Tanks, qui est un jeu avec des chars de la première partie du XXe siècle. Donc il n'y a pas le char Leclerc pour le coup, mais qui est un jeu où vous vous retrouvez sur des champs de bataille, vous pouvez vous faire la guerre en direct avec les autres joueurs du monde entier. C'est vraiment très bien. Et si jamais vous voulez, il y a un lien cliquable d'ailleurs en dessous de la vidéo YouTube où vous pouvez avoir des bonus, des avantages, même si le jeu lui est free to play, c'est-à-dire qu'il est complètement gratuit. Voilà, on vous met un lien en dessous cliquable avec plein d'avantages. Et parfois, il y a même des choses en rapport avec les sorties de films, avec les Tortues Ninja, avec Dune là qui est sorti. Il y a une centaine de chars disponibles, donc de la première partie du XXe siècle. Il y a de l'action, mais il y a aussi de la stratégie. Donc pour tous ceux qui aiment ces jeux-là, World of Tanks est vraiment bien. Et il y a le lien cliquable en dessous de la vidéo. Si vous aimez les chars, vous allez être servi, puisque avant de partir tester le char Leclerc, on va d'abord suivre un premier escadron pour faire de la reconnaissance, retrouver des tireurs d'élite dans la forêt, vous allez voir, et partir avec un missile pour essayer de viser des missiles anti-chars sur l'épaule pour un test. Vous allez voir, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Ton prénom, c'est Nicolas. Toi, tu es le lieutenant? C'est ça, je commande un peloton de reconnaissance et d'intervention. C'est-à-dire que tu es le chef, en gros, là, de ce qui va se passer? C'est à peu près 25 personnes, 8 VBL. Là, aujourd'hui, on en a un peu moins. Et là, on va faire quoi? C'est quoi le principe? Qu'est-ce qu'on va voir? Alors, l'idée, c'est qu'il y a dans un premier temps, il y a une petite infiltration en véhicule. Ensuite, on débarque et on installe 2 postes missiles qui vont surveiller une certaine zone. Et ensuite, on aura un plastron, donc une espèce d'ennemi fictif, où on va jouer une séquence de destruction. Puis ensuite, on va revenir au point de départ ici. Mais il n'y a pas d'humain en face? C'est ça. En fait, on a le nouveau missile moyenne portée nous permet de simuler un tir, mais tout est virtuel. Ah, fort. Ok. On se met à l'arrière, c'est ça? Oui. Allez, c'est parti. Merci. Donc, moteur! Alors la mission que vous allez voir s'est déroulée en 3 temps, mais premièrement on a commencé, on est monté dans des 4x4 pour toute l'équipe technique et moi je suis monté dans un VBL, ce qu'ils appellent un véhicule blindé léger de la marque Panhard, la vieille marque automobile française qui fait aussi des véhicules pour l'armée, qui passe absolument partout, qui était absolument inconfortable à l'arrière, c'est-à-dire que je me suis retrouvé avec un cadreur alors qu'il n'y a qu'un siège, mais qui était même pas là d'ailleurs, le siège il est existant. Je me suis retrouvé à l'arrière, à balloter de gauche à droite. Le trajet était très difficile parce qu'on est passé dans des chemins extrêmement cabossés. On était dans une sorte de Jeep, tu vois, qui bougeait énormément. Et donc, impossible quasiment de conserver des plans, mais il y en a de la GoPro que tu avais sur toi dans le VBL et de ce que pouvait filmer le cadreur qui était avec toi dans le véhicule, quoi. Il y avait ce jour-là plein de recrues qui étaient en test, etc. Donc c'était très sérieux. De toute façon, les exercices de l'armée, c'est toujours très sérieux. Et là, on allait sur un tir de missile, un tir virtuel de missile anti-char, anti-véhicule, sur épaule. Vous allez voir exactement les précisions dans un instant, mais c'est carrément philo-guidé. C'est quelque chose qui coûte très très cher. Et on a eu la chance de pouvoir voir ça de nos yeux avec la reconnaissance. Il y avait des tireurs d'élite dans la forêt qu'on a croisés en y allant. Regardez ça.
il n'y a pas beaucoup de place, hein. On va où, Nicolas, là? C'est le point où les patrouilles, où tout le monde chemine jusqu'à ce point et ensuite chacun rejoint sa zone pour la mission. Ok, ok. 32, départ. Ouais. Caméra, nickel. Voilà, embarquement avec l'escadron. Ah ouais, là, gars, c'est... Oh là là. Ah ouais. Ouf. On passe dans des fleuves et tout, gars. Qu'est-ce que c'est ce truc? Qu'est-ce que c'est cet enfer? Donc le chef de bord ainsi que son cavalier porté qui vont débarquer pour reconnaître le compartiment de terrain suivant. Voilà, si pour eux c'est safe, ils remontent, ils reprennent la progression. C'est comment le confort là-dedans? En fait, tu comprends pourquoi on a mis un casque en fait. Voilà, le casque prend tout son sens, tu te dis mais attends, ça sert à rien et tout. En fait, si. Tu fais que d'être ballotté à gauche, à droite et t'as quand même plein de trucs. Là, c'est des véhicules blindés légers qui sont faits pour 3 personnes. Là, en l'occurrence, on est 4 forcément pour filmer. Mais tu vois, ça fait quand même, c'est un espace qui est très petit. Là, ça, c'est les caisses de munitions pour la mitrailleuse au-dessus, 7,62-39. Donc on voit qu'il y a 3 boîtes ici, plus une au-dessus. J'imagine que c'est les boîtes de rechange pour en cas de mission un peu plus longue. Donc là, on arrive au point où on va commencer à marcher, où ça va commencer à se passer. Donc Nicolas va nous expliquer là, dès qu'on descend exactement la prochaine étape et on va les suivre. On va essayer d'être le plus discret possible pour voir de l'intérieur comment ça se passerait vraiment en cas de guerre. Ah oui, c'est pour ça. Et là, on va poursuivre vers la zone de mission, donc là où on va s'installer pour surveiller. D'accord. Et potentiellement déceler de l'ennemi. Ok. Donc là, il y a une petite marche. C'est ça. On te suit? Allez. Allez, c'est parti. On n'a pas du tout les mêmes chaussures. Hein. On a la même passion, mais pas les mêmes chaussures. Ça va? Ah ouais, putain, quand même. Je te voyais le manier. Quand même. Hein. Alors là, on voit, ils sont en binôme. C'est ça. Un petit peu plus loin, il y en avait 2 autres en binôme avec un autre appareil. C'est quoi la différence? À quoi ça sert? Alors, ce sont les 2 mêmes postes de tir. Okay. Une patrouille missile à 2 postes de lancement, en quelque sorte, sur lesquels on va venir greffer les missiles. L'utilité d'en avoir 2, c'est qu'on ouvre le secteur d'observation et donc le secteur de tir. Puisqu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a un départ de coup missile, il est quand même rapidement décelable. Ouais, donc il faut vite bouger, quoi. Donc il faut pouvoir bouger. Dès que tu tires, C'est ça. Donc d'en avoir 2, ça fait que je ne fais pas bouger en permanence les 2 postes en même temps. Donc le militaire là, regarde dans un œilleton. Qu'est-ce qu'il voit en gros? 3 zooms en quelque sorte, qui va lui permettre de voir plutôt nettement jusqu'à assez facilement 2500-3000 mètres. De voir correctement. Putain, pas mal. Et donc là, vous recherchez par exemple des chars ou des véhicules blindés légers pour les taper? Dans le cadre tactique de cette mission d'entraînement, c'est effectivement des chars. Et tu disais, il y a une caméra dans un missile comme ça, que tu continues de voir en fait, comme ça tu peux continuer de bouger en cas de mouvement par exemple? C'est ça. Ça fonctionne un peu avec un verrou, on l'accroche, ça le suit. Une fois que le missile part, on peut reverrouiller si on veut en quelque sorte peaufiner l'accrochage sur le véhicule. Est-ce que c'est filo-guidé? Je sais qu'il y a des missiles qui sont filo-guidés, c'est un long fil qui les suit. Alors maintenant c'est de la fibre optique, avant on avait le Milan où c'était un câble beaucoup plus visible. C'est ça. Maintenant il y a une espèce de jonction entre le poste et le missile en fibre optique, ce qui permet d'avoir le retour vidéo de la caméra du missile jusqu'au poste, jusqu'au dernier moment. Mais donc fibre optique, c'est un petit fil quand même? C'est un tout petit fil. Ouais, qui se déplie hyper vite quoi. Vous faites des essais parfois avec des vrais missiles? Alors il y a des tirs de missiles réels, mais qui sont quand même assez plus rares. Assez rares. Ça coûte cher. Oui. Ça coûte plus cher que le véhicule? Ça coûte plus cher que le véhicule. Ok, le millième. 3500 millième. Ok. 272, défilement, gauche-droite. Viens pour moi. 2500 millième. 3500. 3500. Ok. Ok, Tam, pour toi. 3500.
Bon, j'ai visuel sur lui. Je sais pas. Feu. Il est 72 détruit. Ok, nickel. Merci beaucoup pour le temps. On a été 2 poids lourds à l'arrière du Webel à traîner toute la journée, donc merci encore. Et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. On a rencontré pas mal de militaires lors de cette mission, lors de ces 2 jours de tournage. On a rencontré le capitaine Fabien, qui a fait beaucoup de missions, que ce soit en Yougoslavie, au Kosovo, au Liban, au Mali aussi. Et il a vécu quelque chose en Afghanistan, une mission qui aurait pu mal se terminer. Il nous a expliqué exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Depuis combien de temps ici, dans cette caserne-là? Dans cette caserne, ça fait 20 ans. 20 ans 20 ans. Et à l'armée en tout? Quasiment 30. 30 ans? C'est quoi votre grade? En grade, je suis capitaine. Quelle mission, quelle OPEX vous avez déjà fait, vous? J'ai fait, pas toutes, mais les majeures OPEX de l'armée française et de l'armée de terre. Est-ce qu'il y a déjà eu un moment vraiment dangereux dans votre carrière où vous êtes vraiment dit, voilà, c'est chaud, on a toujours du mal à imaginer ce qu'on vit dans un char aussi? En Afghanistan. En Afghanistan, typiquement, on assurait la sécurité des élections à cette période-là. Et il y avait des corridors complets qui étaient sécurisés. Et là, à un moment, on voit 2 gars avec une Kalachnikov cachée. C'était pas prévu, c'était pas normal. Donc là, c'est pas dur, hein. Il a fallu y aller, il a fallu aller les désarmer, on savait pas ce qu'ils voulaient. Et en fait, c'était les forces spéciales afghanes qui étaient chez eux, mais qui nous l'avaient pas dit. Et là, ça a failli partir. Ça a été assez tendu. Ouais. Chaud. Et là, vous descendez du véhicule? On descend du véhicule, on approvisionne, on arme, on les tient en joue. On se parle pas parce que la langue c'est pas la même, donc on se comprend pas. Et puis nous, nos consignes étaient strictes. Hein. Il fallait pas que ça rentre parce que les bureaux de vote, voilà, c'était hyper sécurisé. Et là, ça a été à 2 doigts de pas de déraper, mais pas loin. De partir dans un sens comme dans l'autre, quoi. Ah ouais. Et comment il vous faut comprendre que c'est les forces spéciales? En fait, les gars, au final, ils ont bien vu que nous, on les tenait en joue, qu'on était plus qu'eux. Ils ont posé leurs armes, et puis après, ils nous ont montré des papiers. Pas trop compris, mais on s'est dit, bon, il y a quelque chose. On les a désarmés, et puis on a rendu compte à notre chaîne hiérarchique, et puis on a dit, OK, il se passe quelque chose, puis ça s'est dégonflé comme ça. Mais sur le moment, l'adrénaline, elle monte à mal 2. On a rencontré l'équipage qui est dans le char Leclerc qui va se diriger vers nous, avec notamment le maréchal des logis Corentin, c'est son prénom, et qui était extrêmement sympathique, extrêmement charismatique. Vous allez voir, il avait vraiment le physique du militaire solide. Complètement. Je trouvais qu'il dégageait un truc très film, même très cinématographique. Ils ont été adorables avec nous. Ils nous ont même proposé à un moment donné de pouvoir rentrer avec eux dans le char et même de me filer les commandes de la tourelle. Donc c'est-à-dire que je pouvais piloter la tourelle vers la gauche, vers la droite, monter, etc. C'était extraordinaire à vivre de l'intérieur. Tu l'as vu toi, Guillaume, quand tu étais dans le char, à quel point ça secouait dans tous les sens, mais que pourtant les mecs géraient chacun leur partie, que la tourelle tournait d'un côté, que le char tournait de l'autre. Et tout le monde était à sa place et personne n'avait l'air d'être dérangé par le mouvement du char, quoi. Ouais, ce qui est fou, c'est qu'à l'intérieur, ça secoue. À l'extérieur, ça se voit pas trop, mais à l'intérieur, j'avais même du mal, moi, à coller mes yeux. Il y avait un truc pour regarder, voilà, tu pouvais poser ta tête. Sauf qu'en fait, on se prenait des gros trous à 80, ta tête étape, donc ton nez tape, surtout le mien. Tu vois, ça tape à gauche, à droite, ta tête aussi. Tout est en fer. Et c'est assez dangereux, Charles Leclerc, c'est qu'il ne faut pas dépasser non plus ses membres, puisque la tourelle tourne, donc tout l'intérieur peut tourner, donc il faut bien rester dans son petit poste de pilotage et être très concentré. Et Seb, tu as des chiffres sur le Charles Leclerc. Le régiment de chasseurs, il est connu pour ses blindés. Il y en a 60 rien qu'au régiment, sur les 220 qui se trouvent en France, donc c'est gigantesque. Et il y a 90 véhicules légers blindés, comme ceux dans lesquels tu es monté. Donc c'est vraiment une force blindée énorme. On va se reculer quand même, hein.
Bonjour. Bonjour, enchanté, chef Guillaume. Corentin. Enchanté, enchanté. Vous êtes le chef du char? C'est ça, correct. C'est ça? Oui. Et mon tireur et mon pilote. D'accord, vous êtes 3 en tout par char, c'est ça? C'est ça. Enchanté aussi. C'est un équipage de 3. Très bien. Salut, enchanté. Vous êtes arrivé avec des sortes de bosses des mouvements, oui. exprès, voilà. Le canon, lui, il bougeait pas du tout. Non, c'est parce qu'il est gyrostabilisé. Donc peu importe ce que fera le châssis ou la tourelle, il va rester là où le viseur du tireur sera. C'est pour pouvoir tirer même en roulant, c'est ça. Ça fait combien de poids? Là, sur ces séries-là, parce qu'il y a plusieurs versions, série 21, en ordre de combat, vous êtes à 57 tonnes 7. 57 tonnes. Oh. Combien de chevaux? J'ai l'impression d'être dans Turbo, mais c'est important quand même de comprendre le rapport poids-puissance, tu vois. Ah oui, parce que 57 tonnes, il faut le déplacer quand même. Il faut le déplacer, et on a 1500 chevaux à l'arrière, donc qui sont... alors comme vous avez pu l'entendre, il y a une turbine d'hélicoptère. Ah bah j'allais dire, on dirait un hélico. C'est la phase où c'est un peu long au démarrage, et donc vous avez 1500 chevaux en hyperbar. Ah ouais, d'accord. Okay. Donc l'avantage, c'est que dès que mon pilote appuie sur la pédale, il aura 1500 chevaux, ce qui permet d'avoir des très bonnes capacités de franchissement et surtout de mobilité. Ah wow. Et t'as combien d'armes dessus concrètement? Parce qu'on voit qu'il y a des mitrailleuses, on voit qu'il y a des... Ça, je crois que c'est des fumigènes, non? Alors il y a plusieurs munitions là-dedans. Il y a plusieurs munitions. Ça va être surtout pour de la défense très rapprochée. Donc vous avez du fumigène. On a aussi de l'antipersonnel. Ça? Ah oui. On peut mettre plusieurs munitions dedans. C'est-à-dire quoi, antipersonnel? C'est-à-dire que... Des grenades? C'est ça. C'est des pots, donc ce qu'on appelle des lance-pots vulgairement. Le mot technique, c'est Galix, c'est le système Galix. Vous mettez un pot dedans et quand j'ai sur mon pupitre, j'ai plusieurs types de munitions. Et j'ai l'antipersonnel, ça va envoyer des grenades à fragmentation en l'air et ça va balayer une certaine zone autour du char. Ah ouais, si t'as des soldats qui arrivent pour vous attaquer, machin... Si jamais j'ai de l'infanterie qui arrive trop près de mon char et que je peux pas sortir la tête ou que je peux pas utiliser mon armement principal, je lance ça et ça va en enlever pas mal. L'armement principal, c'est le canon, le gros canon. C'est quoi la taille des obus? Alors les obus en eux-mêmes, le diamètre c'est du 120 mm et un obus complet avec sa douille, donc c'est de la douille combustible donc il restera plus rien au départ, et elles sont à peu près grandes comme ça. Tu peux tirer à combien de distance maximum? Alors maximum, donc c'est avec l'obus flèche, 4000. 4 km? 4 km. 4 km. Et le plus près, c'est quoi? Genre, si jamais tu as un autre char qui arrive aussi proche que la butte, on imagine à, on va dire, 15 mètres d'ici, tu peux tirer à 15 mètres ou... Alors, c'est compliqué parce que les optiques ont quand même un grossissement, mais c'est possible. C'est pas conseillé, j'imagine, de tirer trop près? Trop près, c'est jamais très conseillé. Pourquoi il fait ce bruit-là? On voit que ça s'est arrêté. Alors ça, c'est normal, ça s'appelle l'électroventilation. Et une fois que le moteur est arrêté, il sert à sortir la chaleur. Ah oui, comme un scooter électrique ou ça. Une moto, quoi. Quand ça a chaud, ça tourne. Voilà, c'est ça. Sauf que là, ça tournera forcément pendant 5 minutes après l'arrêt. On peut monter dessus pour voir, pour filmer, oui, tout à fait, allez-y. Tiens, je te suis. Hop. Hop là. C'est quoi, c'est un petit extincteur qu'il y a là? Oui, tout à fait. Alors, le char est doté d'un système d'extinction automatique en lui-même et on a 2 extincteurs portatifs, donc un à mon poste et un à l'avant pour le pilote. En plus quoi? Oui. 19 tonnes là? Tout complet, la tourelle c'est 19 tonnes. Voilà. Ah ouais. Et donc lancer bien comme il faut, ça peut détruire des murs. Et donc tu peux nous montrer l'armement là pour, tout à fait. Pour comprendre? Alors, là tu as un autre système d'armement en gros, mais qui est sur c'est quoi? C'est sur un bras? C'est sur quoi? C'est ça, alors c'est une arme qu'on appelle en superstructure, donc elle a son support avec un petit amortisseur pour supporter le poids et pour que ce soit plus facile à nous pour diriger. Et Corentin, est-ce que tu peux nous dire juste à quoi chaque poste correspond et ce qu'on y trouve à l'intérieur pour comprendre? Très bien, alors ici on retrouve le poste tireur et le poste chef de char qui est juste à ma gauche. Alors globalement, c'est des postes qui vont se ressembler dans la manière d'utilisation. Donc comme vous pouvez le voir en bas, on a des joysticks qu'on appelle un palonnier. Et tous les pupitres nous servent à gérer nos munitions diverses et variées et rentrer dans les menus du char. Parce que le char nous parle et nous, on lui parle aussi. En vrai, c'est quand même assez... Il n'y a pas de place, quoi. C'est très exigu. Ah ouais. On arrive à tourner et à pouvoir maniper dedans. T'es pas claustro? Mais non, il ne faut pas être claustrophobe. Franchement, c'est... Surtout quand tu t'enfermes, et j'imagine en mission, tu vois plus rien. Enfin, le seul moyen de voir, c'est juste dans les petites vitres. C'est ça, dans ce qu'on appelle des épiscopes.
Là, comme vous pouvez le voir, juste à gauche du canon, il y a une doucette qui me sert pour les blindés légers. C'est les mitrailleuses qu'il y a sur les pick-up, comme ça. C'est ça, c'est ce que vous voyez dans les films américains. C'est exactement la même que les films américains. Ça découpe une voiture. Oui, ça nous sert pour tout ce qui est léger, fantassin. Ce qui ne mérite pas un obus parce que c'est quand même précieux. Non mais c'est précieux au combat, un obus. Parce que c'est potentiellement un char qui nous aura. Et donc, le poste de pilotage, concrètement, il est où, celui qui conduit? Donc là, il se trouve à l'avant gauche, donc dans le châssis. Et lui, il a tout ce qui est... C'est un volant? Alors oui, alors nous, on appelle ça un PUX. Et c'est comme une voiture, il faut un permis spécial? Alors, il faut juste le permis voiture, et c'est tout. C'est vrai? C'est tout. Il vous faut juste le permis voiture. Mais non. C'est tout. Moi, je peux le prendre et partir? Alors oui, mais non, parce qu'il faut une formation de 3 semaines pour être pilote de Charles Leclerc. Là, tu vas faire du roulage, oui. tu vas nous montrer un peu l'accélération, freinage, etc. La tourelle, est-ce que tu peux tourner le char sur lui-même, hein, avec le principe des chenilles. Est-ce que tu peux tourner la tourelle dans l'autre sens en même temps? La tourelle peut aller où elle veut, et le châssis est là où il veut. Ah oui, et en c'est plus complètement de ça, décorrélé. Et le viseur chef qui se trouve ici, lui peut aller aussi où il veut. Et là où ils ont été vraiment super alarmés, c'est qu'on leur a demandé si on pouvait tester un peu le char à son maximum. Et ils nous ont dit, OK, on va au bout de la piste. Donc là, on va se diriger en fait sur un chemin de terre avec des bosses pour arriver au bout d'une grande piste de test. On va accélérer à fond avec le char. Donc on va être dans les 70-80 km/h et on va tirer l'équivalent du frein à main. C'est-à-dire qu'on va faire un freinage d'urgence pour montrer à quel point c'est rapide, vivace, un Charles Leclerc, alors que ça fait plus de 55 tonnes, 56 tonnes, etc., en fonction des configurations. Mais regardez, le freinage d'urgence, c'est très impressionnant de voir un char déraper. Il va vite là, hein. Ah ouais, c'est super impressionnant. Merci, hein. Félicitations. Merci beaucoup. J'espère que vous avez pu ressentir comme nous les G, parce que quand tu freines, c'est 57 tonnes qui freinent en 15 mètres, c'est énorme. D'ailleurs, on a vu ça a dérapé, c'est hyper impressionnant de l'intérieur.
Pierre-Yves, tu as quel âge et quel est ton métier ici? Bonjour, donc je me vois chef Pierre-Yves, j'ai 23 ans et je suis pilote Charles Leclerc. C'est toi qui as piloté ce matin? C'est ça. Putain, énorme, bien joué. C'est comment à piloter un Charles Leclerc? C'est étonnamment facile, parce que tout est assisté, soit la direction électronique ou c'est une boîte automatique. Il y a la direction assistée? Oui. C'est un volant? C'est un volant, mais c'est des capteurs électroniques. Donc en fait, dès qu'on tourne un tout petit peu, la chenille tourne direct. Ah oui, t'as pas à forcer. C'est pour ça que, au moment dans la ligne droite, on a fait des petits chassés, parce que je faisais jouer avec le volant. Tu voulais me secouer? C'est ça. En gros. J'ai vu, j'ai compris, parce que je me disais, tiens, c'est bizarre et tout. Je sentais un petit peu que ça bougeait, etc. Quand t'arrives devant le char, à chaque fois, tu t'es un peu ébahi le matin. Tu te dis, ah ouais, c'est quand même beau. J'ai toujours hâte d'aller le piloter, en fait. C'est vrai? Ouais. C'est un truc qui reste, même après mon stage. J'ai toujours hâte de monter dedans et d'aller faire du char. Tu as fait des OPEX déjà, des opérations extérieures? J'ai fait la Roumanie et les Émirats. On faisait un exercice dans le désert et il y a eu une tempête de sable, enfin plus une tornade. Et notre tente s'est envolée en plein milieu de la nuit, avec pas mal d'autres tentes. Du coup, à 3 h du matin, se retrouver projeté dans les airs et retomber au sol, c'était... Tu t'es envolé toi aussi? Non, on s'est tous envolés. C'est vrai? Ouais. Ah waouh. On a eu 3 blessés graves, enfin 3 blessés, mais pas graves, enfin... Ils ont eu beaucoup de chance, quoi. Mais à 3 h du matin, se faire réveiller par une tornade, c'est pas le... Tu l'avais pas entendu arriver? Alors on l'a entendu, mais on savait pas que c'était une tornade, on pensait que c'était un avion. Et quand la tente s'est envolée, on a compris que c'était... Tu sentais que t'étais plus dans le sol d'un coup? Ah, on s'est senti envolé, ouais. Ah la vache! J'ai atterri sur un de mes camarades. Toi, t'es chef de char? C'est ça. Comme ça qu'on dit. C'est quoi la qualité nécessaire vraiment pour être le chef d'un char? Chef, vous êtes 3. C'est quoi la qualité nécessaire? La qualité réelle, ce serait de pouvoir faire abstraction de certaines choses. Voilà, c'est par exemple quand il y a de la communication. Alors ça parle tout le temps dans le char. Il y a le réseau radio, il y a l'équipage qui me parle. Et dans tout ça, il faut quand même que j'arrive à faire la topographie, la tactique, écouter les ordres que je reçois et en même temps suivre, je dirais, la guerre entre guillemets, parce que généralement c'est des manœuvres. Mais suivre quand même où sont les autres personnes. Donc c'est vraiment, des fois, il faut arriver à filtrer les informations qui arrivent dans le casque. Comme tu as pu voir, ça crie fort et quand c'est beaucoup de personnes qui parlent en même temps, il faut savoir filtrer. C'était quoi la valeur la plus importante que tu as pu apprendre et voir à l'armée? Je dirais l'entraide. Honnêtement, on arrive vraiment dans une famille, ça fait un peu stéréotype quand on en parle, mais c'est vraiment un endroit où on peut vraiment trouver des gens. On les considère vraiment comme une famille, des gens qu'on voit même dans le civil partir en vacances avec, vraiment comme un groupe de potes très soudés. Quand on dit le mot frère d'armes et que vous partez en OPEX, c'est vraiment ça? Oui, ça dépend avec qui, effectivement. Hein, mais il y a vraiment des gens qu'on considère comme des frères. J'en ai actuellement à l'escadron. Par exemple, quand vous êtes 3 dans un char, les 2 personnes à quitter, si un jour tu pars en OPEX, à la guerre avec eux, c'est à la vie à la mort, quoi. C'est-à-dire que vous vous défendez vraiment? Alors, ça peut être particulier parce que des fois on peut ne pas avoir d'affinité avec ces gens-là. Cependant, le jour J, il faudra qu'on s'entende quand même parce qu'un char qui ne communique pas entre équipages, c'est un char mort. Donc en général, on a tous envie de vivre, alors du coup on communique quand même. Et là, on est parti voir l'adjudant Pierre-Alain qui répare les chars dans un immense entrepôt avec beaucoup d'autres chars, du coup, pour essayer d'avoir des chiffres, pour essayer de comprendre mécaniquement, parce que c'est quand même très impressionnant quand on est en face d'un char Leclerc, c'est vraiment très très gros. Et Seb, tu as des chiffres à donner pour essayer de comprendre la taille et la puissance du char Leclerc. Le char Leclerc, c'est le véhicule le plus lourd de toute l'armée de terre. C'est 10 mètres de long avec le canon, c'est 3 mètres de haut, tout est hors norme sur le char. 10 mètres, c'est l'équivalent d'un voilier quoi, en longueur, c'est fou. Et le poids, 56 tonnes des Écorentins, 56 tonnes, ça correspond à 3 bus de voyage. 3 quarts, tu vois. 3 quarts. Énorme. Ou à peu près 50 Clio. Enfin, pour prendre une voiture que tout le monde connaît, la Clio, c'est 1 tonne 2 au maximum, on va dire. Tu mets 50 Clio sur une balance, un char Leclerc face à ça. Poids. Et à un moment donné, il t'a foncé dessus. On faisait des images dans le champ pour essayer de filmer au plus près. Et il y a un moment donné où tu as eu un petit coup de flip, tu t'es reculé, tu as eu peur. Exactement. Ça arrive très vite, ça arrive très fort, ça fait beaucoup de bruit. En plus, tu le sens arriver, c'est gigantesque. Et donc là, si je me mets à courir, j'ai pas le temps de m'échapper. Donc je sais que le char arrive sur moi et que le pilote doit être bon pour m'esquiver, quoi. Il faut savoir que la turbine qui est à l'arrière, ce qui fait du bruit quand on interviewe Corentin, quand il arrive à côté de nous, c'est une turbine d'hélicoptère qui est à l'arrière des chars Leclerc. Donc ça fait un bruit. Si vous avez déjà vu un hélicoptère de près, c'est absolument abominable. Et ben c'est pareil, tu sens la puissance, le bruit, c'est épais. Donc quand ça fait 56 tonnes, donc 50 Clio au même endroit qui pile et qui dérape, c'est absolument énorme à voir en vrai. Pierre-Alain, toi, tu es responsable de la partie mécanique, c'est ça en gros? Oui, je m'occupe de toute la partie maintenance des chars du régiment.
Donc on a 21 chars Ici. de combat et un char de dépannage qu'on appelle le DCL. Ah, il y a un char de dépannage, le safety char quoi. Oui. Comme en Formule 1. C'est notre grosse caisse à outils. Combien de chevaux ça fait un moteur comme ça? Là, on a 1500 chevaux. 1500. Ok. Et là donc, tu as un bac d'huile, on voit il y a de l'huile qui coule et tout machin. Ça représente quoi en termes de volume d'huile, un moteur de char? On est à peu près dans les 200 litres. 200 litres d'huile? Oui. Ah ouais. Donc c'est pas une petite vidange. C'est une baignoire d'huile. Il n'y a pas de système de chaîne comme sur un vélo ou de. Comment est-ce que le couple, la puissance du moteur, parce que là vous l'avez enlevé en 2 secondes, comment ça transmet aux chenilles la puissance? Au niveau de la boîte de mécanisme, derrière, il y a un engrenage. Au niveau des freins. Ah oui, qu'on voit dans le char là. Voilà, dans le frein, il y a l'engrenage, les deux viennent s'emboîter ensemble et toute la puissance passe. Juste là-dedans? Juste là-dedans. Le char, donc c'est des chenilles. On voit sur la piste, il y avait beaucoup de morceaux. Vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, quand on a fait un freinage d'urgence, ça a fait une trace comme une trace de pneu en fait, parce qu'il y a du caoutchouc sur les chenilles. Et on voit qu'il y a des morceaux qui se cassent partout où il passe. Le char, il y a des petits morceaux qui restent. C'est comme un pneu de changer souvent. C'est en fonction de c'est comme un pneu, c'est en fonction de l'usure. Donc quand il passe à l'atelier, on fait une visite, on contrôle. Si on estime que c'est trop usé, on appelle les équipages, ils viennent et ils font l'échange des patins. Et après, on a rejoint la base à Maillecamp avec l'équipe des Chars Leclerc qui allait tirer ce jour-là, non seulement avec la mitrailleuse, la 12-7, donc c'est les mêmes mitrailleuses qu'il y a sur les pick-up, etc., qui peut découper des voitures. En vrai, c'est énorme. Pourtant, on dirait une petite mitrailleuse à côté des énormes obus qu'ils ont tirés ce jour-là aussi. Et je crois que l'armée tire assez rarement en entraînement. Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que ça coûte très cher les munitions, que ce soit des obus ou justement des munitions pour tirer à la mitrailleuse, comme tu disais. Et ensuite, ces munitions servent pour la guerre, normalement. Pour des conflits à l'extérieur, quand ils partent, ils n'ont pas besoin de gaspiller ça autrement que pour des examens. Alors, vous allez voir, on était hyper stressés avant, on se parlait, alors ça se voit pas forcément, mais on était un peu inquiets parce qu'on n'avait jamais entendu un char tirer, on avait déjà entendu des coups de fusil, etc. au stand de tir, mais là on parle de mitrailleuse, donc déjà plus grosse, mais surtout le coup de feu quand un obus part, le blast, l'effet vraiment de souffle, etc. C'est hyper impressionnant. Je pense qu'honnêtement, c'est le bruit le plus puissant que j'ai entendu dans ma vie, le plus fort. J'avais jamais entendu, je pense qu'il y avait un capteur de décibels, je sais pas à combien ça monte, mais ça nous a vraiment impressionnés. Quand on a eu pas mal de militaires qui venaient ici nous parler de l'effet de blast, tu sais, de cette chaleur, je me suis dit, mais à quoi ça ressemble? En fait, tu te demandes à quoi ça ressemble réellement. Et là, déjà, à 20-30 mètres du char, t'as tout ton corps qui tremble. C'est cet air chaud qui vient te figer et te coller à la peau. Et ça, je pensais pas que c'était possible. En fait, je pense que tu entends un char sans casque audio comme on avait. À la distance où on était, tu as vraiment un traumatisme, tu vois, au niveau des oreilles, tu tombes dans les pommes. Tout le monde avait son casque. Le militaire, même s'ils avaient 20 ans d'entraînement, 20 ans de base, ils avaient tous leur casque. Ils l'ont mis bien avant que ça commence à tirer. Donc tout le monde connaît l'enjeu et le sérieux justement d'une séance de tir avec des chars. Regardez la puissance du tir, c'est vraiment impressionnant. Donc là, on est au centre d'entraînement au combat de Maillecamp avec Seb. On va vivre le truc ensemble. Ouais. Ils nous ont dit que ça allait faire beaucoup de bruit. On va tirer les obus. Ouais, ils ont déjà tous les casques, donc je pense que ça fait vraiment beaucoup de bruit. T'es un peu au courant de ce qu'on va tirer ils ont dit une dizaine d'obus. Okay. Voilà, en 2 temps. Un char 5, un autre char 5. Okay. Voilà, et ils ont tous les casques, ils sont vraiment tous derrière. Donc je pense que ça va tirer fort quand même. Ils nous ont dit de vraiment nous écarter. On n'a pas le droit de tenir les caméras. Ils t'ont donné des consignes de sécurité. Ouais, ils nous ont dit, en fait, globalement, il fallait qu'on pose des caméras et qu'on s'en aille. Il n'y a rien autour du char, à 20 mètres minimum. Ah et ouais. nous, à 30 mètres derrière, en fait, pour être sûr qu'il n'y ait pas de blast, de petit effet qui souffle, qui fait de la chaleur apparemment. On va voir si c'est vraiment le cas. Mais j'ai jamais vu ça moi de ma vie. Donc. On est 5 aujourd'hui, on va essayer de se mettre tous derrière la barrière parce qu'on n'a plus le droit de rester là. Et c'est parti, on va voir ce que ça donne. Bon alors, on s'est mis au niveau du pas de tir. Ouais. Est-ce que t'es stressé? Ouais, mais vraiment stressé. J'ai peur d'être sourd malgré le casque.
Bon, tout le monde vient de terminer la session de tir. J'ai pris 8 ans dans la gueule. Et moi, je voulais pas non plus, mais j'ai pris 8 ans aussi. Il n'était pas enrhumé en début de journée. Exactement. On a vraiment souffert voilà, dans les tirs. Je pensais pas que c'était si violent. Non, moi non plus, Ah non, franchement. Mais j'ai l'impression que tout le corps ressent en fait. Tu vois, quand ça tire, que t'as la chaleur qui te passe de la tête jusqu'aux pieds et qu'à l'intérieur ça résonne. Et ça, je l'avais jamais ressenti. C'est marrant, c'est qu'en fait, quand on nous a dit ouais, il y aura 10 obus, on était déçus. Et en fait, finalement, en 9ème, on était content qu'il n'y en ait plus qu'un. Je dis Morgane, est-ce qu'on en peut avoir 20, 30 obus, tu vois, que ça tire. En fait, non. Au bout de 5, on s'est dit non, mais stop. C'est bien finalement. En fait, on se rend compte de la puissance du char Leclerc et c'est ça qui vraiment nous a impressionnés. Nous, c'est vraiment génial à vivre. Ce qui est encore plus fou, c'est qu'ils nous ont expliqué que quand tu es dans le char, le tireur n'entend quasiment pas le tir. Ça qui est assez impressionnant et assez inimaginable quand tu es à l'extérieur et que c'est aussi bruyant. Merci Philippe de nous avoir accueillis. De rien. Vous faites partie de la formation, là c'est des élèves aujourd'hui qui étaient en formation. Ce sont des stagiaires sous-officiers, oui. Donc moi je fais partie de l'école de cavalerie de Saumur, principalement de la division des sous-officiers qui forment les futurs chefs de char dans leur spécialité de cavalerie blindée. Là on a tiré des obus qui n'explosent pas, oui. Inertes, c'est-à-dire que c'est des morceaux de fer, des boulets de canon. C'est ça, c'est un boulet. Un boulet de canon, comme les pirates à l'époque. Voilà. C'est à peu près ça. Il y a des obus qui explosent aussi, mais vous n'utilisez pas là, ça doit coûter plus cher et pour rien, j'imagine. C'est un peu plus cher, mais sur les pas de tir en France, on ne peut pas forcément tirer tout type d'obus. Ah oui? Non. Parce que ça abîmerait en plus. Alors ça abîme aussi le tube, mais on les garde pour, les théâtres. Les théâtres d'opération. Et là, ça sort à 1100 mètres secondes. Ça sort à 1100 mètres secondes, oui. C'est quasiment 3 fois plus rapide qu'une cartouche de fusil. C'est plus rapide que la vitesse du son. Ah, c'est ça. C'est pour ça que ça fait un bruit désagréable. Ça casse bien les oreilles, effectivement. C'est quoi la zone de précision? C'est au centimètre près, c'est au mètre près quand on tire à 2 km comme ça? C'est quoi en vrai? Dans les 50, vous arrivez dans un... Si le char est bien réglé et que le tir est vraiment bon, à 2000 mètres, vous tirez dans ça. Ah, c'est vrai? Oui. Alors, suivant le type de véhicule ou le type d'ennemi qu'on a en face de nous, on ne va pas utiliser la même munition. La mitrailleuse 12-7, ça sera pour du pick-up, du 4x4 léger ou du personnel débarqué. Ensuite, tout ce qui est obus charge creuse, ce sera plus pour des véhicules d'infanterie ou transport de troupes, légèrement blindés, mais assez petits. Et tout ce qui est vraiment char lourd, char de bataille, comme on le voit en Ukraine ou en Ukraine en ce moment, là on utilisera plus de l'obus flèche, qui est une pointe de tungstène vraiment incandescente, et qui, celle-là pour le coup, peut aller jusqu'à 4 km. 4 km? Oui, et celle-là sort à 1800 mètres secondes. 1800, la vache. Ah ouais, c'est pour que ça rentre fort dedans. C'est pour percer ça fait que sur 4 km, en 2 secondes, la cible est pratiquement détruite. Bon. Ouais. Et ça explose à l'arrivée? En fait, vu que c'est incandescent, ça transperce l'objectif. Et comme c'est incandescent hyper chaud, en fait, ça me fait monter la température intérieure du véhicule. Et comme il y a toujours du carburant et des munitions, en fait, en général, ça explose. Ça explose. Ok. Merci beaucoup. De rien, ce fut un plaisir. Vous avez combien d'enfants? 3. 3. Vous êtes devenu père pendant que vous étiez militaire ou avant? Mon premier, il est né, j'étais en opération. Ah, c'est vrai? Ouais, donc je ne l'ai pas vu tout de suite. Donc ça, c'est. Vous étiez où? J'étais au Kosovo. Au Kosovo? J'étais au Kosovo. Waouh! Vous l'avez su par un coup de fil? Bah oui, par un coup de fil. Puis en ce temps-là, on n'avait pas autant Internet qu'on l'a maintenant. Hein. Donc oui, je l'ai reçu un petit peu après. Incroyable. Ah ouais. Et vous l'avez rencontré à quel âge, votre fils, du coup? Eh ben, il avait quasiment 4 mois. Oh là là, ouais. Incroyable. Ah oui, mais ça arrive. Ça a dû vous faire très bizarre d'être papa et de voir qu'au bout de 4 mois. Ouais. Non, le plus bizarre, si je rentre un peu dans le perso, c'est, je dirais, vous partez, votre fils ne marche pas, vous rentrez, il vous attend debout devant la porte. Oh là là. Et il court partout. C'est quand la dernière fois que vous avez pleuré à l'armée? Est-ce qu'il y a une fois où on lâche? La fatigue, le froid, la famille lointaine, un enfant qui naît quand on n'est pas là? Voilà, c'est plus ça. Ne pas avoir vu la naissance de mon fils
Et d'avoir vu sur mon petit écran d'ordinateur, là, ça pique les yeux. Ouais. C'était le truc le plus dur finalement Oui, dur, mais c'est autre chose. C'est vraiment perso, là. Je veux dire, Vous avez été là pour les autres? Oui, pour les autres, j'ai été là. Ça a rattrapé le moment? Ça a rattrapé, oui. Est-ce que vous avez déjà pu aider quelqu'un sur le terrain, quelque chose dont vous êtes fier dans une mission, que vous avez fait personnellement? Une de mes premières missions, et ce qui a vraiment, je dirais, encouragé ma démarche de m'engager à l'armée, c'était en Afrique, pareil, sur une mission où à un moment on a dû extraire des ressortissants français. Donc là, il y avait des rebelles qui étaient pas loin avec des machettes, qui étaient prêts à en découdre. Et nous, on est arrivé juste au bon moment. On les a attrapés, on les a extraits, on les a mis dans nos VAB, et on les a ramenés sur le camp français pour après les envoyer en avion. Et là, quand vous avez une mère de famille avec ses enfants, vous lui attrapez ses enfants, on les charge, et qui vous saute au cou et dit « vous avez sauvé la vie », voilà, je crois que là, j'avais trouvé le sens de... Ah oui, du pourquoi. Ouais, exactement. Incroyable. Ah ouais. Là, le soir, vous vous couchez, vous dites « j'ai servi à quelque chose ». Exactement. Est-ce que vous êtes toujours aussi fier de faire partie de l'armée? Ah oui, tout à fait. Ah oui. Ah oui. Sinon, je pense qu'il y a longtemps que je serais parti. Il y a vraiment, c'est quelque chose que j'aime apporter au quotidien, c'est que je suis fier d'être militaire français. Il y a quand même ce frisson qui reste permanent, ou quand on chante au pas, il y a vraiment cette espèce de frisson qui reste permanent, même après toutes ces années. Merci en tout cas, Corentin, d'être venu. Mais de rien, c'est avec plaisir. Et avant de partir, je voudrais t'offrir un petit cadeau de la part de mon escadron, donc qui est le 3e escadron du 1er régiment de chasseurs. Donc tu as un patch avec notre insigne, avec notre devise qui se trouve dessus, et le patch du 1er régiment de chasseurs avec le liseré vert 3e escadron. Ah, merci beaucoup, trop sympa. Et attends, c'est un dragon. C'est ça, c'est un dragon d'Indochine. Un dragon d'Indochine, ok. Ça veut dire quoi, ferrum, ferro, ferro, ferror? C'est-à-dire je porte le fer me porte. D'accord, eh ben, merci beaucoup, trop sympa. Merci Corentin. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir regardé ce documentaire sur Légende. On peut peut-être remercier une dernière fois les gens qui nous ont mis en contact. Morgane qui nous a écrit sur la page contact, qui s'occupe de la communication au 1er régiment de chasseurs et tous les gens du 1er régiment de chasseurs qui nous ont hyper bien accueillis. On a mangé avec eux le midi, c'était très sympa. Donc on a passé un moment, je pense, tous les deux. Ah ouais, on a vraiment passé 2 jours super. Donc merci beaucoup à vous tous aussi d'avoir regardé la vidéo. On essaie de vous mettre des interviews le plus quali possible en y passant le plus de temps pour que ça soit bien. Et on est vraiment content que vous soyez de plus en plus nombreux. Merci beaucoup à vous. Le mercredi, vendredi et dimanche, on vous met 3 interviews sur la chaîne. Et merci beaucoup aussi à notre sponsor World of Tanks de Wargaming, qui est un jeu, donc si ça vous a donné envie de jouer avec des chars d'assaut de la première partie du XXe siècle. Là, je vous disais tout à l'heure, vous ne pourrez pas avoir Charles Leclerc, mais vous en avez plein d'autres. C'est gratuit, c'est en ligne, vous pouvez jouer contre plein de gens sur toute la planète. Je vous mets un lien cliquable sous la vidéo, je vous l'avais dit tout à l'heure, donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Vous avez plein d'avantages dessus, même si le jeu est gratuit. Donc vous pouvez vous inscrire maintenant et aller faire une petite partie. Merci beaucoup à eux. Je vous embrasse fort et à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres idées de reportages, on essaie de vous faire vivre et de vivre avec vous, par nos yeux aussi, des expériences de vie. Tu vois, c'est pas quelque chose que j'avais vu ailleurs, quelqu'un qui va piler avec un char d'assaut. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous le dire. En tout cas, merci au 1er régiment de chasseurs. Je vous mets tous les liens si vous voulez les suivre sur les réseaux sociaux en cliquable sous la vidéo. Même si ça vous intéresse de faire ce métier, d'ailleurs, c'est passionnant. Il y a une vraie camaraderie, on l'a vu dans les interviews qu'on a interviewé des soldats là-bas. C'est vraiment ça qui nous a marqué aussi. En tout cas, merci à eux. On était à Maïlcan, ici je le répète, avec le pas de tir derrière nous. On a récupéré la GoPro. On se croirait à Fontainebleau un peu quand même. C'est vrai, ça fait très golf. Châtelain un petit peu. Il y a un petit côté golf. N'hésitez pas à vous abonner, mettez un petit commentaire et un petit pouce en l'air avec la petite cloche comme d'habitude pour l'algorithme, ça nous aide vraiment beaucoup. Gros bisous à tous. Bravo mec. C'était un plaisir. On n'a plus que 8 dixièmes à chaque oreille. On n'a que 2 heures de route maintenant. Le à 4h du matin, voilà, on est parti. Juste pour terminer les gars, voilà Théo qui a fait la prod. Merci beaucoup. Félicitations. Théo ne parle pas, Théo ne sait pas parler. Camille, notre CM qui est venu, voilà. Voilà Seb qui est là, qui a l'image. Benjos qui a la caméra aussi. On vous montre un petit peu tout le monde.
Amaury qui était à la cam, merci beaucoup. Qui a réussi à faire du très très bon drone d'ailleurs. J'ai fait des plans drone de malade. Voilà. Sans vouloir jeter des fleurs. C'est vrai, putain, merci beaucoup. Et Renan qui était là, qui a réalisé aussi. Merci à toi, félicitations à tous. Et merci les gars, et merci à tous. Il y en a pas qui ne va pas être filmé, j'avais oublié. Merci Morgane pour l'organisation, bravo.